Dans l'actualité politique ce samedi, le tête-à-tête entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, rencontre tenue hier à la résidence de l'ex-chef de l'État à Cocody, la substance dans ce journal. L'actualité politique, c'est aussi le 3e congrès du Rassemblement des femmes républicaines. Il réunit des milliers de femmes du RDR venues de tous les horizons du pays. La rencontre s'est ouverte aujourd'hui sur fond de cérémonial festif. Du nouveau, dans la lutte contre Ebola, 2 nouvelles armes pourraient bientôt être disponibles auprès du personnel médical qui lutte quotidiennement contre l'épidémie d'Ebola. Un nouveau test de diagnostic rapide et un traitement antiviral. Et puis, la note triste, l'artiste musicien Johnny Lafleur est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui des suites d'une longue maladie. La disparition de celui qu'est le mélomane appelé affectueusement Niaouli affecte le monde des artistes. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Aussi, un mot de football en bref, les éléphants de Côte d'Ivoire seront au mondial au Canada l'année prochaine. Elles sortent 3e de la CAN Dames, dont la petite finale s'est jouée ce samedi. Les Ivoiriennes l'ont emporté sur les Sud-Africaines sur un score d'1-0. À suivre également dans ce journal la page culture, tradition de la rédaction tous les samedis. Ce soir, on s'intéresse à l'alphabétisation, un sujet qu'on abordera avec Joséphine Quadio, fondatrice du Centre ivoirien d'alphabétisation, et ce sera dans une vingtaine de minutes. Mais avant, l'actualité politique marquée par le tête-à-tête entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, rencontre tenue hier à la résidence de l'ex-chef de l'État à Cocody. Au terme de l'entretien, le président Ouattara a invité l'opposition à s'inscrire dans le jeu démocratique. Alassane Ouattara a dit être également allé remercier Henri Konan Bédié pour la confiance consacrée par le célèbre appel de Daoukro. Jérôme Kofi Aboulé. Pendant plus d'une heure d'horloge, au cours de cette rencontre ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, et son aîné, Henri Konan Bédié, ont évoqué divers points relatifs à la marche de la nation ivoirienne, comme ils en ont l'habitude à chaque occasion. D'abord, l'importance de l'appel dit de Daoukro pour la candidature unique au sein du RHDP du président Alassane Ouattara en vue de la présidentielle de 2015. Il y a quelques semaines, j'étais à Daoukro et le président m'a fait la grande surprise de lancer un appel pour me soutenir pour les prochaines élections présidentielles. Il était tout à fait donc indiqué que je vienne ce soir le saluer, remercier le président. Président, merci pour la confiance. C'est un événement important parce que ceci donne une grande visibilité à notre pays sur les prochaines années. Elle nous permet de nous concentrer sur le travail du gouvernement en place et de faire en sorte que les progrès qui sont réalisés puissent d'ailleurs se renforcer pour le bien-être de nos populations. Également au menu, la CEI et le Conseil économique et social. Avec le président, nous avons aussi fait un tour d'horizon sur les questions d'actualité, la mise en place de la commission électorale indépendante, la prochaine mise en place du Conseil économique et social. Aussi évoqué lors de cette entrevue, le décès de la mère de l'ancien président et le cas des planteurs déguerpis de leur zone d'activité. Nous avons également évoqué les circonstances du décès de la mère de l'ancien président et toutes les dispositions que nous avons prises et que nous comptons prendre pour que donc les choses se passent dans des conditions donc appropriées. Et également, le président m'a informé qu'il y a eu des décisions de déguerpissement de certains planteurs de certaines zones, à ma grande surprise. Et je lui ai dit que personnellement, je n'en étais pas informé. Ceci est totalement contraire à l'idée de nation. Les Ivoiriens doivent être à l'aise et pouvoir travailler partout où ils veulent en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter, donc j'ai indiqué au président que je mettrai fin à cet acte qui n'a d'ailleurs pas été approuvé par le gouvernement. En clair, de la bonne ambiance à la suite de cette rencontre, il ressort que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le président du RHDP, Henri Konan Bédié, son frère aîné, n'ont nullement l'intention de faillir à leur engagement à poursuivre l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny.
celle de bâtir la Côte d'Ivoire dans la paix. Outre son allié du PDCI-RDA, le chef de l'État pourra aussi compter sur ses Amazones en vue de remporter la prochaine présidentielle. Les femmes du RDR sont réunies en ce moment à la faveur du 3e congrès du Rassemblement des femmes républicaines. Il enregistre des milliers de femmes du RDR venues de tous les horizons du pays au Palais des Sports de Treichville. La rencontre s'est ouverte aujourd'hui sur fond de cérémonial festif. L'enjeu, à terme, est d'élire la nouvelle présidente du Rassemblement des femmes républicaines, Gabrielle Zani. Le 3e congrès des femmes républicaines, ouvert ce samedi 25 octobre, est le premier sous la présidence d'Alassane Ouattara. Les hautes personnalités du bureau politique, comme Henriette Dagri-Diabaté, Amadou Soumaoro, Jeanne Pémon, les ministres républicaines du gouvernement, mais aussi des combattantes anonymes, sont venus de partout pour réfléchir sur le renouvellement de la structure féminine du Parti des Républicains. La présidente du comité d'organisation a situé les enjeux des assises. Le 3e congrès ordinaire du RFR a pour thème élection 2015, femmes unies et mobilisées pour la victoire d'Alassane Ouattara. Le choix de ce thème rentre dans la droite ligne des actions qui seront entreprises pour la réélection du président Addo aux prochaines élections présidentielles. La présidente sortante du Rassemblement des femmes républicaines a quant à elle dressé le bilan de ses activités dans un discours empreint de reconnaissance. Les femmes républicaines ont joué leur partition dans ce processus électoral à tous les niveaux. Nous sommes restés soudés, déterminés. Notre maquis, c'est la promotion professionnelle et politique de nos militantes. Et nous encourageons la nouvelle équipe qui sera installée à en faire davantage pour atténuer les frustrations. Un acquis qu'elle a aussi mis à l'actif de son bureau, la victoire du président Alassane Ouattara aux élections de 2010. Pour rééditer cette victoire en 2015, le RFR doit demeurer une force politique, selon Amadou Soumaoro. J'exhorte les femmes républicaines à faire de ce congrès un moment d'intense, certes, d'intense travail, mais aussi un temps de convivialité, un temps de camaraderie. En somme, une grande fête qui a d'ailleurs déjà commencé, nonobstant l'élection de votre présidente. Pour Henriette Dagri-Diabaté, ce congrès est celui de la maturité. Je voulais insister sur l'exigence de transparence et de démocratie qui sont à l'ordre du jour et qui ne tiennent pas au simple fait que nous voulons faire comme tout le monde. Au départ, 5 candidates étaient en liste pour briguer le poste de présidente du RFR. Mais c'est une seule femme qui va finalement se présenter. Son nom sera connu dans la nuit du samedi au dimanche. Dans les coulisses du Palais des Sports de Treichville, Gabrielle Zani a pu capter quelques images saisissantes du congrès des femmes républicaines. Une ambiance surchauffée et festive. Écoutez, regardez. Un hymne chanté à l'unisson, une minute de silence pour les héroïnes du parti tombées au combat, puis des danses. Les réjouissances étaient au rendez-vous à l'ouverture des assises des femmes du Rassemblement des Républicains. Je suis très contente. Nous sommes venus au congrès au nom de la Bagoué, de Boundiali jusqu'à Tengrela. Nous, les femmes de Tengrela, RFR, nous sommes venus pour ça. Il n'y a pas d'adversité, nous sommes venus pour faire la fête. Nous ne sommes pas venus ici en concurrence pour soutenir un candidat ici, abandonner l'autre au détriment de l'autre. Nous reconnaissons en une seule et ça a été une fête. Ce sont des milliers de femmes venues faire la fête, mais elles sont aussi déterminées à atteindre l'objectif qu'elles se sont assignées. Mettre en place une organisation féminine solide pour assurer un autre mandat dès le premier tour des élections de 2015 au président Alassane Ouattara. Ma satisfaction, c'est l'ambiance qui prévoit ce congrès-là. Vous voyez des femmes heureuses de se retrouver, des femmes heureuses de faire ensemble le bilan du mandat écoulé. Et on sent qu'elles sont décidées de prendre un nouveau départ pour la réélection du président Alassane Ouattara. Nous avons montré que nous sommes heureuses
nous avons montré que le président, le champion que nous avons choisi, celui en qui nous avons cru, a administré la Côte d'Ivoire et continue de le faire. Pendant ces 2 jours de travaux, les femmes républicaines comptent bien allier débats intenses et réjouissances. L'élection de la nouvelle présidente du RFR, des femmes républicaines, sera faite dans cette nuit. Donc la nouvelle présidente sera connue d'ici demain. Ces femmes du RDR entendent faire élire à la tête du pays le président Ouattara pour un second mandat. C'est le même objectif que vise l'appel de Daoukro lancé par Henri Konan Bédié. Cet appel à soutenir la candidature unique de l'actuel chef de l'État au sein de l'alliance RHDP est devenu aujourd'hui justement le vecteur directeur de plus d'une mission dans l'ensemble des villes du pays. Des cadres des partis alliés du RHDP multiplient les séances de sensibilisation dans les villes de la Côte d'Ivoire. Je vous propose les étapes de Iré et Agboville. Pour expliquer et sensibiliser les populations sur l'intérêt de la candidature unique du président Alassane Ouattara, une tournée d'explications a été initiée par une délégation du PDCI RDA à l'endroit des populations du Logibwa. À Iré, Ogoudou, Guitry et Divo, où les émissaires du PDCI, conduits par Koné Colette, membre du secrétariat exécutif du parti, se sont rendus, ils ont démontré que la décision du président Henri Konan Bédié est guidée par une conviction: préserver la paix et continuer le développement du pays. C'est tout le sens de l'appel de Daoukro, selon Koné Colette. Aussi, lors de tous les meetings organisés durant cette expédition, le message de paix et de développement a été exposé en plusieurs langues, Dida Baoulé et Malinki, notant que plus d'une 50aine de délégations du parti sillonnent actuellement tout le pays pour des missions similaires. Ils sont de Séchi, Guabo, Anangué, Alani, bref, de tous les villages du département d'Agboville à effectuer le déplacement de Rubino pour écouter les émissaires de la direction du parti. Les militants du PDCI RDA, avec à leur tête les présidents de comités de base et secrétaires de section, ont été édifiés sur l'appel de Daoukro. Selon les envoyés de Henri Konan Bédié, il s'agit d'accorder du temps au président Alassane Ouattara pour achever les chantiers de réconciliation, de paix et de développement pour le bonheur des populations. Des explications bien comprises par les militants qui se sont engagés à traduire en actes la décision du président du PDCI RDA sur le terrain, et ce, à la demande du député maire de Rubino, Hubert Dessy, et du député Joseph Boni, déjà mobilisés pour la cause. Et cet autre mouvement qui milite pour la réélection du président de la République, le MONASCO, Mouvement national pour le soutien de la candidature unique du président Alassane Ouattara, a procédé récemment à l'installation d'un coordonnateur dans la commune d'Anyama. Farikou Soumaoro s'est vu remettre une feuille de route pour sa nouvelle mission. Sidonie Davila. Farikou Soumaoro est le coordonnateur du mouvement national pour le soutien de la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP. L'homme a été installé récemment par le président national du MONASCO, Légré Philippe. La cérémonie a été parrainée par la députée de Trècheville, Ami Tungara. Pour le président national du MONASCO, l'objectif du mouvement reste désormais la réélection du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. C'est pourquoi le porte-parole du MONASCO, Cissé Sendou, a indiqué que la mission du coordonnateur d'Anyama consistera à ratisser large pour une adhésion massive des populations au mouvement. En bref et en images, la fin de la visite officielle en Côte d'Ivoire du président de l'Assemblée nationale de France. Claude Bartolone a quitté Abidjan dans la mi-journée ce samedi pour N'Djamena au Tchad. Avant son départ, le chef du Parlement français a fait le point de son séjour de 72 heures en terre ivoirienne. Il était l'invité de son homologue ivoirien Guillaume Soro. C'est la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France qui s'en trouve bonifiée dans plusieurs domaines, notamment au plan parlementaire, selon le communiqué final sanctionnant cette visite de 3 jours. Avant de regagner le Tchad, Claude Bartolone a eu une séance de travail avec son homologue Guillaume Soro. En marge de celle-ci, le chef du Parlement français en a profité pour partager l'expérience française en matière de démocratie avec les députés. Dans un discours en forme de cours magistral, Claude Bartolone a rappelé 3 devoirs du député, à savoir l'indépendance du Parlement, l'exemplarité et la diplomatie parlementaire, la précision de Brouléon.
Palais de l'Assemblée nationale ce vendredi, aux côtés des 227 députés sur les 255 de la législature Soro, des chefs d'institutions avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tous sont venus écouter le chef du Parlement français, Claude Bartolone, invité par son homologue ivoirien à partager avec son institution quelques pans de la démocratie française. Notre volonté commune de faire de notre Assemblée une institution moderne et modèle reste vivace et les apports d'une assemblée d'expérience comme celle que vous dirigez nous seront toujours utiles. Le décor planté, Claude Bartolone peut s'adresser à son auditoire. Le président de l'Assemblée nationale française se dit émerveillé par la marche de la démocratie ivoirienne, eu égard aux acquis réalisés 3 ans seulement après la crise post-électorale. Désarmement et réinsertion des ex-combattants, infrastructures de développement, réconciliation, repositionnement de la Côte d'Ivoire, à travers notamment son Parlement. Claude Bartolone estime toutefois nécessaire la représentation de toutes les tendances politiques à l'hémicycle, toute chose qui constitue pour lui l'achèvement de la démocratie. Dans ce sens, il a aussi instruit les députés sur 3 de leurs devoirs. Le premier devoir qui nous incombe, c'est de lutter sans relâche pour l'indépendance de nos parlements. Le second devoir, c'est celui de l'exemplarité. Il en va de notre crédibilité, de la crédibilité de la classe politique dans son ensemble. Il en va du lien de confiance qui doit relier nos peuples à leurs représentants et donc de la stabilité de la vie politique. Le troisième devoir, selon moi, est justement cette nécessité absolue de nouer avec les autres parlements de par le monde des relations de coopération suffisamment denses pour nous rendre plus forts collectivement. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, dont la visite intervient 3 mois après celle du chef de l'État français, a insisté sur l'amitié ancestrale entre son pays et la Côte d'Ivoire depuis les 2 guerres mondiales en passant par l'ère de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Pour terminer sur ce sujet, sachez que la France vient de faire un don de 9 millions d'euros, soit 850 millions de francs CFA, pour appuyer la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la fièvre Ebola, épidémie qui sévit dans des pays voisins. L'annonce de cet appui a été faite aujourd'hui au CHU de Yopougon par le chef du Parlement français. On retrouve Léon Brault. Toujours pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est cependant en éveil pour une riposte efficace à d'éventuelles entrées du virus sur son territoire. Assurance de Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la Santé à Claude Bartolone, le chef du Parlement français, invité de son homologue Guillaume Soro pour découvrir le centre de traitement Ebola du CHU de Yopougon. D'une capacité de 22 lits, ce centre disposant d'un personnel de 53 agents déjà formés à la lutte contre Ebola a été passé au peigne fin, des bureaux à la morgue, en passant par les entrées et sorties des cas suspects et confirmés, l'espace d'échange entre patients et parents. Au total, un dispositif impressionnant qui suscite l'appui de la France aux efforts de son allié, la Côte d'Ivoire, 9 millions d'euros, soit 5 milliards 850 millions de francs CFA. La France a décidé de mobiliser 9 millions d'euros tout de suite, parce qu'en aidant la Côte d'Ivoire à se protéger, c'est la France et l'Europe qui se protègent. Je trouve qu'il faut saluer aussi le travail qui a été fait en relation avec l'Institut Pasteur pour réussir à obtenir le résultat des tests sur place et le plus rapidement possible. Et je souhaite que toutes les sources de financement se mobilisent très rapidement afin que l'action soit la plus rapide et la plus efficace possible. Ebola, selon l'OMS, est un cas de santé mondial. La maladie a déjà fait près de 5000 morts sur environ 9000 personnes infectées. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est encore déclaré. Et de nouvelles armes pourraient bientôt être disponibles auprès du personnel médical qui lutte quotidiennement contre l'épidémie d'Ebola. Un nouveau test de diagnostic rapide et un traitement antiviral. Ils ont été présentés par l'Aviesan, l'Alliance nationale pour la science de la vie et de la santé, organisation regroupant l'ensemble des instituts de recherche français qui travaillent sur le redoutable virus. Ils seront bientôt testés sur des malades en Afrique.
Les premiers tests de vaccins contre le virus Ebola viennent de débuter sur des volontaires américains et britanniques. La course contre la montre est lancée dans les laboratoires du monde entier, mais rien ne dit à ce jour qu'un vaccin efficace sortira à temps pour enrayer l'épidémie qui a déjà tué près de 5000 personnes en Afrique de l'Ouest. Les plus optimistes affirment qu'il faudra encore 6 à 9 mois pour arriver à un vaccin efficace. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce vaccin marche très bien sur un modèle animal. Maintenant, nous testons si ce vaccin est bien toléré. Et surtout, nous mesurons s'il se développe dans le sang une immunité suffisante contre Ebola. Nous pouvons le tester sur les échantillons sanguins de plusieurs volontaires et nous allons voir si cela marche. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais nous sommes confiants. Plusieurs candidats vaccins sont actuellement en cours d'expérimentation. Le groupe britannique GSK affirme pouvoir disposer de 20 000 doses prêtes à être testées au début de l'année prochaine. Une fois le vaccin stabilisé, il sera en priorité administré au personnel soignant et aux familles qui entourent les malades. Nous étudions la possibilité de vacciner en priorité les personnels de santé, mais aussi tous ceux qui sont en première ligne contre la maladie, notamment les équipes qui enterrent les morts. Je ne sais pas si nous pourrons produire une quantité suffisante de vaccins en 2015, mais nous aurons un vaccin en 2015, c'est absolument sûr. À l'Organisation mondiale de la santé, on pousse les laboratoires à accélérer les procédures. On doit d'abord tester la tolérance puis l'efficacité des candidats vaccins. Il faudra ensuite déterminer le bon dosage avant de pratiquer des essais à grande échelle. La 5e édition des Journées nationales de la qualité a pris fin hier vendredi. Plusieurs recommandations ont été faites, dont la création d'un fonds pour la promotion de la qualité. Guy-Roger Nguessan, Patricia Omoetia. Un fonds pour promouvoir la qualité et un observatoire national de la qualité, organe de veille. Ce sont entre autres les recommandations des 5e Journées nationales de la qualité. La problématique au cœur des échanges a été la notion de performance des entreprises. Une performance qui passe par un management de qualité, à savoir une démarche stratégique, cohérente, crédible et durable. Les résultats qui en découlent doivent être appréciés par les consommateurs. C'est la population qui consomme tout ce qui est produit par les entreprises, par les administrations. La population doit exiger la qualité, mais dans l'ordre. La population doit faire en sorte que les entreprises qui jouent avec la qualité, qui sont capricieuses du point de vue de la qualité, que cette population amène ces entreprises à mieux faire. Pour les visiteurs de ces journées, la promotion de la qualité nécessite également une sensibilisation, voire une formation des consommateurs qui bien souvent ignorent la notion de qualité. Il y a toute une panoplie d'abord des personnes qui ne sont pas informées de la notion d'abord de qualité. Parce que pour moi, la qualité d'abord, c'est tout ce qui d'abord satisfait à moi mes exigences. Donc du coup, il faut faire la promotion d'abord de celui-là. Avec les journées de la qualité, l'Association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire veut relever un défi, celui d'inscrire l'ensemble des opérateurs économiques, de l'administration publique et des consommateurs dans une démarche qualité, gage du développement économique. Les producteurs agréés d'eau minérale de Côte d'Ivoire ont rencontré la presse pour faire part de leurs inquiétudes dans la ligne de mire la mise en œuvre du décret d'interdiction des sachets plastiques en novembre prochain. Ces opérateurs économiques ambitionnent rencontrer leur ministère de tutelle pour leur faire des propositions. Éric Goré, Serge Gongomé. C'est dans le mois de mai de l'année 2013 que le gouvernement ivoirien a pris un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et de la détention des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Après les négociations entre les opérateurs économiques de la filière et le gouvernement, il a été convenu que ces sachets plastiques doivent être remplacés par des sachets biodégradables pour la protection de l'environnement. À quelques jours de l'application de ces mesures, le syndicat national des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire a convié les journalistes à un point presse. Ce que nous allons faire, c'est de répondre et d'échanger, de discuter avec le gouvernement avec un seul objectif, la sauvegarde de nos entreprises et partant des emplois. Comme le chef de l'État nous a donné l'assurance par le biais du gouvernement qu'aucune de nos structures n'allait être fermée. Donc aujourd'hui, c'est de savoir où nous allons aller et éventuellement de discuter sur d'autres alternatives avec le gouvernement. Nous ne sommes pas aussi fermés à cela. Dame Karidjatou Kone, productrice d'eau, demande au gouvernement de leur accorder un peu de temps afin de mieux se préparer pour faire face à cette nouvelle donne.
nous ne sommes pas contre la décision du gouvernement, mais qu'on nous donne le temps de pouvoir nous approprier d'autres choses. C'est pas facile, hein? Donc il faudrait que le gouvernement nous donne le temps. Ajoutons que cette conférence de presse des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire fait suite à la déclaration du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Une déclaration selon laquelle l'interdiction des sachets plastiques prend effet à partir du 8 novembre prochain. Ouélé Koumanou, village de la sous-préfecture de Ouélé, était en fête il y a quelques jours. Le fait est que Ouélé a reçu des installations pour son alimentation en eau potable, alimentation interrompue il y a 8 mois. Serge Coléa. Le calvaire des 2000 habitants du village de Ouélé-Koumanou, sous-préfecture de Ouélé, est désormais terminé. Depuis 8 mois, ces populations qui n'avaient plus de l'eau potable en ont grâce au président de la République, Alassane Ouattara, après sa visite d'État dans la région de Lifou. Il y a quelques mois, nous avons eu des problèmes avec le système d'adduction d'eau. Notre forage a tari. Les travaux ont été commandés pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est dans ce cadre que nous avons programmé le forage. Ces travaux vont permettre d'alimenter le village pendant au moins une quinzaine d'années. Et le coût global des investissements sont de l'ordre de 100 à 150 millions. Et pour une population comme la nôtre, c'est vraiment un cadeau que l'État nous fait. Les populations de Ouélé-Koumanou sont heureuses et elles ont donc décidé de fêter l'événement. Ce jour, pas question d'aller au champ ou mener toute autre activité. Les populations, avec à leur tête les chefs traditionnels, les sages, des cadres du village, les jeunes et les femmes se sont retrouvés à la place du village pour chanter et danser au rythme de l'aboudan, de la yosse et du cléba. En plus de l'eau potable désormais disponible à Ouélé-Koumanou, les populations voudraient la construction d'un centre de santé, d'une école maternelle et d'une deuxième école primaire pour une meilleure scolarisation de tous les enfants du village de Ouélé-Koumanou. Ces infrastructures permettront aux populations de ce village de mieux se soigner et scolariser tous les enfants du village. Le reste de l'actualité dans le monde, en bref et en images, avec d'abord l'Égypte. Suite à l'attentat qui a tué 30 soldats dans le Sinaï, l'état d'urgence a été décrété dans certaines régions, tandis que l'armée a mené des frappes aériennes contre des insurgés. Reportage. Le président égyptien a décrété vendredi l'état d'urgence de 3 mois sur une partie du nord et du centre de la péninsule du Sinaï, après l'attentat suicide qui a coûté la vie à une trentaine de soldats. La décision des autorités intervient immédiatement après l'attentat d'un kamikaze djihadiste qui a précipité sa voiture bourrée d'explosifs sur un poste de contrôle de l'armée. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Pour la majorité des Tunisiens, ces élections législatives sont porteuses d'espoir pour tout le monde arabe, malgré les menaces djihadistes. Le pays espère glisser vers une transition démocratique plus réussie. Depuis 2011, le pays a connu un essor de la mouvance djihadiste. Les forces spéciales tunisiennes ont tué 6 personnes, dont 5 femmes, lors d'un assaut dans une maison de Tunis. Un groupe suspecté d'avoir abattu un gendarme dans la rue. Le gouvernement rwandais a décidé de suspendre avec effet immédiat les programmes radio du service des Grands Lacs de la BBC, suite à la diffusion d'un reportage sur les génocides qui a suscité la désapprobation de la population. Il y a d'autres moyens envisageables, notamment les poursuites judiciaires contre la réalisatrice du documentaire, les poursuites judiciaires contre la BBC, ou même ceux qui sont intervenus dans le film. Je crois que c'est plus efficace que d'interdire la radio. Qui dirigera demain la 7e puissance économique mondiale? Dimanche, 140 millions de Brésiliens élisent leur nouveau président. Ils seront les arbitres d'un duel qui oppose Dilma Rousseff, présidente sortante de gauche, et Aécio Neves, le candidat de centre-droit. Dans les sondages, Dilma Rousseff devance son rival de 6 à 8 points. Mais rien n'est acquis pour l'héritière de Lula. En effet, contre toute attente, Aécio Neves avait créé la surprise en remportant lui aussi le premier tour. La classe moyenne, la plus hésitante, pourrait jouer un rôle important dans l'issue du scrutin. Bienvenue dans la page culture et avant d'échanger avec notre invité ce soir, Joséphine Kouadio,
Je vous propose d'aller à la découverte d'une culture du sud de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la célébration de l'Abissa. C'est avec Patricia Oumouetia. Le département de Tiapoum est situé à 150 km d'Abidjan. Le village de la Fraternité célèbre la fête traditionnelle des Adoublés souillés, dénommée Abissa. Notre Abissa avait sombré par rapport à l'Abissa de Bassam, qui vraiment a pris un grand essor. L'Abissa quitte au Ghana, atterrit à Tiapoum, et de Tiapoum, ça arrive à Bassam. C'est la même culture, c'est la même ossature, mais chacun meuble ça un peu dans la manière de faire. Cette cérémonie de réjouissance s'étend sur 7 jours. La journée d'aujourd'hui est dédiée au roi de Tiapoum. Nana Krouchi III est soutenu par le roi de Bassam, accompagné d'une forte délégation. Cette année, nous avons voulu unifier et participer à ce grand parcours de l'Abissa et à tout ce grand parcours du peuple Nzema. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui à Tiapoum. Aujourd'hui, nous sommes venus découvrir l'Abissa de Tiapoum. Mais à la vérité, que nous soyons à Bassam, peuple Nzema, ou à Tiapoum, à Douvlé ou Nzema, c'est le même peuple. Les populations ont pris part à la fête dans la joie. L'Abissa de Tiapoum se tient une semaine avant celle de Grand Bassam. Ce soir, dans la page culture, coup de projecteur sur un phénomène toujours d'actualité, l'alphabétisation. Un sujet qu'on aborde avec Joséphine Kouadio, fondatrice du Centre ivoirien d'alphabétisation. Bonsoir Joséphine Kouadio. Bonsoir, monsieur Diarrassouba. Alors, dites-nous déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Le taux, c'est 51%, selon les derniers chiffres de l'UNESCO. Et vous êtes, on l'a dit, fondatrice du Centre ivoirien d'alphabétisation. Quelle est votre politique pour lutter contre l'analphabétisme? La politique que nous menons, qu'est-ce que vous faites? Ce que nous faisions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de centres qui sont créés de partout en Côte d'Ivoire. Et dans le district d'Abidjan, il y a aussi des centres pour que nous puissions amener nos frères et sœurs à aller à l'école. Dans ces centres, qu'est-ce que vous faites exactement? Dans ces centres, nous apprenions aux apprenants, il faut que je me répète, la pédagogie des adultes qui est l'andragogie. Parce que ce n'est pas la pédagogie, mais c'est l'andragogie. Nous leur apprenons cela. Quelle est la tranche d'âge que vous recevez le plus souvent dans ces écoles? Souvent, nous recevons des enfants de 6 et des personnes âgées de 60 ans. Et justement, ces personnes âgées de 60 ans, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un complexe à retourner à l'école alors qu'on a 60 ans? Si, il y a un complexe. C'est pour cette raison que nous sommes obligés de mener ce combat parce qu'il y a la gêne, la honte, il y a même l'ignorance aussi. Il y a même l'ignorance. Donc nous faisons tout cela pour amener ces personnes à venir apprendre à lire et écrire. Mais il y en a qui sont courageux. D'accord, on aura l'occasion de revenir avec vous pour continuer cet entretien, cet échange. Je vous propose, avec nos téléspectateurs, de suivre ce reportage de Franck Kouadio qui nous évoque bien sûr les raisons pour lesquelles le taux d'analphabétisme stagne en Côte d'Ivoire. La lutte contre l'analphabétisme est un véritable défi pour l'État de Côte d'Ivoire. Le pays regorge de plus de 51% d'analphabètes, avec 72% de femmes, dont 96% dans le monde rural, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. L'ambition du gouvernement, réduire le taux d'analphabètes de 51 à 35% d'ici à 2020. Des campagnes de sensibilisation sont faites à travers les villes, villages et hameaux en vue d'exhorter les parents à scolariser leurs enfants. Des écoles primaires ont été créées sur l'ensemble du territoire national. Un projet d'apprentissage à partir de la langue maternelle est même en cours. Aux adultes ne sachant ni lire ni écrire, des associations et organisations internationales se sont engagées aux côtés du gouvernement à les instruire. Malgré ces efforts, le taux d'alphabétisation qui est de 49% stagne, pendant que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, appelle tous les États à redoubler d'efforts. L'organisation souhaite que l'alphabétisation soit pleinement reconnue comme l'un des plus puissants accélérateurs de développement durable.
En Côte d'Ivoire, des acteurs du système éducatif s'interrogent sur les manuels et méthodes de formation à l'alphabétisation. Justement, Francis Bofo vient d'évoquer les manuels que vous utilisez. Est-ce que ce sont les mêmes manuels que nous utilisons dans les écoles ordinaires, les écoles classiques? Non, parce que sachez que M. Derassouba, pour quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, ne peut pas utiliser les manuels de l'école formelle. Nous avons nos manuels à nous qui sont donnés à ces apprenants, parce qu'on les appelle apprenants, pour qu'ils puissent mieux s'outiller, parce que nous trouvons les symboles dedans, c'est-à-dire les pilons, calebasses et ainsi de suite, parce qu'ils sont en contact déjà avec le pilon. Et c'est à partir de ces symboles-là que les 24 lettres de l'alphabet ont été faites. D'accord. On a envie de savoir comment vous fonctionnez. Quelle est votre méthode de formation de ces apprenants, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que vous procédez par composition, par des contrôles, pour vérifier si effectivement le savoir que vous distillez est bien perçu? Oui, bien sûr. Nous faisons des évaluations après chaque 3 mois. Après chaque 3 mois, nous voyons l'évolution de l'apprenant qui vient, qui ne sait pas attraper un bic, qui ne sait pas écrire son nom. Après 3 mois, c'est écrit son nom. Et après 6 mois, on est satisfait. D'accord. Quels sont vos rapports avec la tutelle? Est-ce que vous bénéficiez du soutien de votre ministère de tutelle, pardon? Oui, avec notre tutelle, d'abord le SAAENF, nous avons de bons rapports avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons de bons rapports parce qu'ils nous ont toujours soutenus et je pense que à toutes les journées de l'alphabétisation, Mme Kandia a toujours été là, Mme Ouattara Maman a toujours été là, ils nous ont toujours soutenus et je pense que c'est le moment de leur dire merci. D'accord. Merci à vous et dernière question, quelles sont vos difficultés? Celles que vous rencontrez dans l'exercice. Nos difficultés que nous rencontrions, nous pensions que c'est un plaidoyer parce que les filles de maison, nous voudrons que les tontons, les tantis laissent ces personnes-là venir apprendre à lire et à écrire pour que demain, parce que ce sont elles qui tiennent la maison. Et nous voudrons beaucoup de sensibilisation parce que dites-vous que les médias ne cessent de nous accompagner, mais je voudrais qu'ils continuent encore davantage parce qu'ils nous soutiennent et nous voudrons que la sensibilisation soit faite pas quand il y a la journée internationale de l'alphabétisation. Au-delà, voilà, au-delà, nous voudrons que les médias nous accompagnent. On vous a très bien compris, Madame Joséphine Kouadjo. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du Centre ivoirien d'alphabétisation. Avec vous, on a parlé justement du taux d'alphabétisation, pourquoi il stagne. Merci de votre sollicitude. Merci. Retour à l'actualité nationale avec cette note triste. L'artiste musicien Johnny Lafleur est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Et suite à cette disparition de celui qui est le mélomane appelé affectueusement Niaouli, plus d'un Ivoirien exprime leur douleur. La nouvelle est tombée ce 25 octobre 2014. Johnny Dedi Lafleur, Niaouli, a tiré sa révérence au petit matin de ce samedi à Abidjan. L'artiste, après avoir lutté pendant plusieurs mois, a finalement été emporté par ce mal pernicieux contracté à la suite d'une série d'injections mal administrées. Affaibli, paralysé de la jambe droite, Niaouli avait bénéficié du soutien de plusieurs autorités pour l'aider à se remettre sur pied. L'élève d'Ernesto Diédié avait même bénéficié de la pension mensuelle accordée par le président de la République aux anciennes gloires du monde de la culture. L'icône du magazine culturel Top Visage a ensuite rechuté. Johnny s'est rendu à Divo pour des soins avant d'être hospitalisé dans une clinique abidjanaise de la place aux bons soins du chef de l'État. Malheureusement, son sort semblait déjà scellé. Jean Niambroui, son nom à l'état civil, Niaouli, The Flower, The Garden, So Baldé, l'artiste aux 1000 surnoms, quitte la terre des hommes avec son humour, sa joie de vivre et surtout son talent et son statut d'adepte du Ziglibiti. Un
Un mot de football en bref et en images. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront au mondial au Canada l'année prochaine. Elles sortent 3e de la CAN Dames, dont la petite finale s'est jouée ce samedi. Les Ivoiriennes l'ont emporté sur les Sud-Africaines sur un score d'1-0. Une qualification rendue possible en partie grâce à Clémentine Touré, entraîneur des éléphantes, qui est visiblement heureuse du résultat de ses filles. Je vous propose de l'écouter. Et c'était vraiment important de prendre cette place. Nous qualifier pour la Coupe du Monde, je crois que c'est vraiment un grand jour pour le football féminin en Côte d'Ivoire. Nous espérons vraiment continuer sur cette lancée. Mais il faut dire, dans un premier temps, je suis très heureuse et je voudrais déjà manifester cette joie, dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Toujours en football, c'est parti pour la 14e édition du tournoi de la confraternité. Les hostilités ont démarré ce matin au stade de la haute fréquence de la RTI ici à Cocody. Les premières équipes en lice étaient justement celles de la RTI et Radio Yopougon. La RTI a sévèrement battu Radio Yopougon par un score de 3-0. On termine sur ces images des éléphantes de Côte d'Ivoire qui seront au mondial au Canada l'année prochaine. Elles sortent 3e de la CAN Dames, dont la petite finale s'est jouée ce samedi. Les Ivoiriennes l'ont emporté sur les Sud-Africaines sur un score d'1-0. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.